Fidèles téléspectateurs de Pan-African Media, bonsoir et merci de nous faire confiance tous les jours sur votre chaîne de combat. Il est 20h, c'est l'instant d'information sur votre chaîne justement à la une de l'actualité. Multiplication de tentatives de coup d'État au Burkina Faso, les visages des auteurs mis à nu. C'est un vaste réseau orchestré dans le but de bloquer les pays des hommes intègres dans son processus de refondation. En santé, 412 morts, c'est le bilan provisoire de l'épidémie de choléra qui fait des ravages accélérés en Zambie, près de la moitié du pays, ou alors près de la moitié des districts du pays touchés et 9 régions sur 10 comptent le nombre de cas par jour. Nous faisons le point dans cette édition d'information. Voilà les principaux titres, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information avec le 19e sommet du mouvement des non-alliés. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, représentant le chef de l'État à cette rencontre, est donc accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Le mouvement des pays non-alliés a vu le jour en 1961. C'est le deuxième plus grand groupe de pays après les Nations Unies. Il compte 120 représentants. La plupart des États du continent africain en sont membres. Présidé actuellement par l'Ouganda, le sommet qui a débuté depuis le 16 janvier dernier à Kampala réunit des chefs d'État et de gouvernement du monde entier depuis 5 jours. Parmi les sujets sur la table, les dirigeants des pays non alliés discutent sur la question de l'insécurité alimentaire, le changement climatique, le financement du développement et la question de la dette. Le ministre ougandais des Affaires étrangères, le général J.J. Odong, a déclaré que le monde avait besoin de multilatéralisme et de solidarité pour faire face à de nombreux défis. C'est la deuxième fois que l'Ouganda accueille ce sommet après celui de 2008. Le mouvement de pays non alliés a vu donc le jour, comme on le disait, c'est le deuxième plus grand groupe de pays après les Nations Unies. Dans la suite du journal, parlons à présent de la relation diplomatique Guinée-Conakry ou alors Guinée contre la Côte d'Ivoire. Le président actuel, président de transition, Mamadi Doumbouya, est annoncé à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une source bien informée nous renseigne qu'un de proches du dirigeant guinéen est arrivé dans la capitale le 15 janvier afin de préparer le déplacement du président Doumbouya en terre ivoirienne. Hervé Sanjo revient sur l'objectif de cette visite en terre ivoirienne. Pour une première fois depuis son accession au pouvoir, le chef de l'État de la Guinée va effectuer sa première sortie officielle sur le continent africain. Le principe de ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya à Abidjan est déjà acté en Côte d'Ivoire comme en Guinée. Selon la même source, au cours de cette prochaine visite en terre ivoirienne, Doumbouya aura un tête-à-tête avec Ouattara. Aucune date n'est encore arrêtée, mais la visite en Côte d'Ivoire du colonel Mamadi Doumbouya se prépare avec les autorités ivoiriennes rencontrées par l'émissaire guinéen qui a entre autres préparé l'arrivée prochaine de son président. Cette visite rentre dans le cadre de la coopérative d'amitié qui lie les deux pays, mais surtout, il s'agira entre autres d'exprimer sa gratitude pour le soutien de la Côte d'Ivoire à son pays lors du drame survenu le 17 décembre 2023. On rappelle, dans la commune de Kaloum à Conakry, une explosion d'un dépôt de carburant avait fait plusieurs dégâts humains et matériels. Partageant les difficultés de son voisin, le président ivoirien avait envoyé des secours, notamment des sapeurs-pompiers et des agents de protection civile. Alassane Ouattara avait également fait partie à Conakry son ministre des Affaires étrangères, Adoum Kakou Ouadja Léon. Ce dernier était porteur d'un soutien financier d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Information relayée par la même source. Si Ado n'a pas reçu la visite des 3 chefs d'État de cette partie de l'Afrique, Mamadi Doumbouya, lui, veut se distinguer, ainsi un peu plus du Malien Assimi Goïta ou encore du Burkinabé Ibrahim Traoré. Ces derniers, depuis leur arrivée respective au pouvoir, ont pris une distance considérable envers Ouattara, dont les déclarations ne confortent guère les autorités militaires de Bamako et Ouagadougou.
Nous ouvrons à présent le grand dossier de la soirée. Et le dossier, justement, nous conduit au Burkina Faso. Parlons d'abord de la lutte contre le terrorisme. Abdul Karim Diko, chef terroriste, et 11 de ses complices neutralisés. Dans une opération de grande envergure menée le 13 janvier 2024, l'armée burkinabé a neutralisé Abdul Karim Diko, le chef terroriste, et ses 11 complices à Sablogo, l'Algaye, dans la région du centre-est. Abdul Karim Diko, âgé de seulement 30 ans, était l'un des terroristes les plus recherchés du Burkina Faso. Il était le cerveau derrière une série d'attaques et d'embuscades perpétrées le long de la RN17 entre Tengodoko et Ourgaye. Les terroristes avaient également orchestré des assassinats ciblés et des déplacements forcés des populations dans les communes de l'Algaye, d'Ourtenga, Ouargaye et Bané. Les conséquences de ces actions ont laissé des cicatrices profondes au sein des communautés locales. Informations glanées sur le site de l'Alliance des États du Sahel. Toujours au Burkina Faso, cette fois-ci, parlons de ce réseau destiné à la déstabilisation. Mais avant, nous parlons justement de ce cadeau empoisonné. Le Burkina Faso a reçu du bureau de la sécurité diplomatique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, donc le jeudi 18 janvier 2024, la remise d'un lot de matériel roulant au gouvernement burkinabé. Connaissant la détérioration des relations d'amitié entre ces deux pays, cependant, des questions se posent sur la sincérité de ces gestes diplomatiques. Plus de précisions, c'est avec Fabiola Dombe. Qu'est-ce qui se cache? C'est la question qui revient en boucle après l'aide américaine octroyée au Burkina Faso. En effet, l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso a remis du matériel roulant au pays des hommes intègres le jeudi 18 janvier 2024. Ce don vise, selon les USA, à accompagner le pays dans la lutte contre le terrorisme. Cette contribution du gouvernement des États-Unis comprend 35 véhicules et 60 motos au profit du groupe spécial d'intégration de la police nationale et à l'unité spéciale de la gendarmerie nationale. Selon le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, Eric Whitaker, leur programme d'assistance à la lutte contre le terrorisme a octroyé plus de 36 milliards de francs CFA en équipement et formation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Et comme perspective, il a laissé entendre que c'est une enveloppe de 9,6 milliards de francs CFA qui est prévue pour l'année 2024, des formations, la fourniture d'armes et des équipements de protection et du matériel médical qui seront apportés. De plus, le porte-parole des États-Unis fait savoir qu'une aide humanitaire se peaufine à l'horizon. Cette dernière comprend plus de 120 milliards de francs CFA, dont 21,6 milliards de francs d'aide aux réfugiés et aux déplacés internes et externes, et des millions de francs CFA alloués à l'amélioration de l'accès à la justice et au renforcement de l'état de droit. Ces actes des États-Unis suscitent des vives interrogations sur les véritables raisons quand l'on sait que la Maison-Blanche n'agit quelque part que si ses intérêts sont menacés. Ainsi conçue, cette aide est-elle dans le but de détourner le regard du Burkina Faso de la Russie, car l'on sait que le pays des hommes intègres a décidé de choisir ses partenaires stratégiques qui proposent des collaborations gagnantes-gagnantes et dont la Russie en fait partie. La Maison-Blanche, se voyant lésée, chercherait donc à gagner du terrain, ou plutôt, à travers ces dons, les États-Unis veulent distraire le gouvernement du pays pour mieux s'installer et piller. Et puis, dans ce même pays des hommes intègres, nous le disions tout à l'heure en titre, le gouvernement informe le peuple burkinabé que depuis le 13 janvier 2023, des services de sécurité sont à pied d'œuvre pour démanteler un réseau de déstabilisation du Burkina Faso qui ne fait que multiplier des coups d'État en coups d'État. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Ces réseaux impliquent aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres, qui ont mis la tête du chef de l'État burkinabé en vente.
Il planifiait de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté et la souveraineté du pays. En date du 14 janvier 2024, les porteurs de ce projet funeste vont passer à l'action en vue d'exécuter leur plan diabolique pour faire entrer le Burkina Faso à reculons dans l'histoire. Mais fort heureusement, ce plan machiavélique sera voué à l'échec. Pour réaliser leur basse besogne, des individus ont été contactés dans différentes casernes militaires sur l'ensemble du pays afin d'organiser une sorte de mutinerie. Des organisations de la société civile acquises à leur cause étaient appelées à prendre le relais. Pour cela, des financements à leur endroit étaient en cours de déblocage et de transfert depuis l'extérieur, précise le communiqué du gouvernement. Par ailleurs, des attaques contre les sièges de la vieille citoyenne étaient projetées en vue de démobiliser le soutien populaire de la transition. Il s'agissait de créer des troubles favorables à l'intervention d'un commando venu de l'extérieur, à mesure d'attenter à la vie de plusieurs autorités de la transition et de semer le chaos. Le groupe derrière ce complot aspirait à influencer davantage les décisions publiques et politiques, ce qui est maintenant sous investigation pour informer le public national et international. Pour l'heure, le gouvernement rassure le peuple burkinabé que la vigilance des reprises de renseignements et la promptitude des forces patriotiques de défense et de sécurité ont permis d'interrompre la mise en œuvre de cette énième tentative de déstabilisation, évitant de voir une nouvelle fois son espoir de liberté et d'indépendance assassiné sur l'autel d'intérêts égoïstes. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, ne souhaite plus tomber dans le même piège tendu par des mercenaires il y a peu et a plombé le pays dans des marécages de déstabilisation de toutes sortes. Avec Ibrahim Traoré, retrouve peu à peu son indépendance et sa souveraineté. Avant donc de quitter le pays des hommes intègres ou alors le pays de Thomas Sankara, parlons de la commémoration du 8 mars. En prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, le Burkina Faso veut embellir les femmes burkinabées avec le pain Made in Faso. Dans Faso, Danfani et Koko Dunda feront la beauté des mamans du pays des hommes intègres. Ceci contribue à la consommation des produits locaux, politiques chers aux autorités de transition. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Le 8 mars prochain, les femmes burkinabées s'accoutreront de pagnes faites en Faso, Danfani et Koko Dunda. C'est ce qui a été retenu à l'occasion du Forum des femmes et de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme en 2024 au Burkina Faso. L'annonce a été faite par le gouvernement dans un communiqué en date du 15 janvier 2024. Cette décision s'inscrit dans la vision des autorités du Burkina Faso de faire la promotion du consommant local. Un système mis en place par le capitaine Ibrahim Traoré afin de faire valoir les coutumes et cultures burkinabées non seulement dans le territoire, mais aussi mondial. Rappelons que toujours dans le même objectif, les établissements ont opté pour des uniformes scolaires faits en matière locale. De plus, les enseignants-chercheurs portent eux aussi des toges faites à base du Faso Danfani. Toujours dans l'optique de promouvoir les valeurs burkinabées, le capitaine Ibrahim Traoré avait décidé que des langues nationales soient désormais des langues officielles du pays. Et la langue française devient donc la langue de travail en perdant son statut de langue officielle. À chacun de valoriser sa culture. Comorienne 2024, le président sortant, Azali Assoumani, a été réélu pour un second mandat consécutif mardi dernier au premier tour de la présidentielle avec 62,67%. Les opposants dénoncent la fraude de toutes sortes qui a provoqué des incidents au lendemain des élections. L'actuel président de l'Union africaine règne en maître absolu et peut compter sur le bon point des observateurs internationaux. Pendant ce temps, son pays manque d'eau, croupi dans la misère ou alors croupi dans la vie chère, entre autres. Voilà des problèmes que rencontre ce pays. Alain Diop, chronique de la soirée.
Arrivé aux affaires à la suite d'un coup d'État en 1999, ce sexagénaire avait réussi à se faire élire pour la première fois en 2002, s'éclipsant par la suite pour revenir briguer à nouveau la magistrature suprême en 2016. Aux Comores, l'ère du colonel Azali Assoumani ne se va pas se refermer de sitôt comme le souhaitent les adversaires politiques. L'homme fort du pays a été réélu au premier tour avec 62,77% des voix mardi 16 janvier 2024 pour un troisième mandat consécutif à la tête de ce pays d'Afrique australe. Depuis lors, il demeure le seul maître du pays comme les urnes l'ont confirmé à l'issue du scrutin présidentiel de dimanche dernier. Tout comme celle de 2019, cette élection est contestée par l'opposition, regroupée au sein d'une coalition qui croyait ravir la vedette au président Assoumani. Elle n'a de cesse de crier à la fraude. Les incidents attribués à ses partisans ont même éclaté au lendemain de l'élection. En prenant acte de sa violence, le chef de l'État a appelé les opposants à utiliser les voies légales pour leur contestation au lieu de prendre l'assaut les rues. La paix, la stabilité et le fair-play doivent prévaloir après l'annonce de ces résultats, leur a-t-il lancé. Mais il n'est pas évident que ce message passe comme une lettre à la poste, l'opposition accusant le chef de l'État de bourrage des urnes en complicité avec l'armée. Assoumani est perçu comme un despote dans les rangs des opposants, dont certains ont été jetés en prison ou contraints à l'exil. Un certain réalisme laisse d'ailleurs penser que la contestation de la réélection du président comorien par l'opposition n'aura pas un grand intérêt. En plus de rayer un maître absolu sur le pays, avec un système socio-politique acquis à sa cause, le président comorien peut compter sur les bons points des observateurs internationaux. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat à leurs yeux. Il existe des problèmes logistiques et les retards à l'ouverture des observateurs internationaux ont estimé que le scrutin présidentiel aux Comores s'est globalement déroulé de manière libre et transparente. La victoire du président Assoumani, qui ne constitue pas véritablement une surprise, sera confirmée par la Cour suprême, selon toute vraisemblance, ce qui devrait lui donner des coups de franche pour continuer à diriger le pays jusqu'en 2029. Le chef d'État comorien, qui porte également la casquette du président en exercice de l'Union africaine, devra s'employer à améliorer les conditions de ses compatriotes. Le vécu des Comoriens n'est pas rose et Assoumani le sait mieux que quiconque. Sur l'archipel, les populations tirent le diable par la queue si elles ne l'ont pas arraché. Elles sont confrontées entre autres à des coupures d'électricité, à une hausse des produits de première nécessité. 45% de la population vivrait sous le seuil de la pauvreté, ce qui instruit à souhait sur les misères des Comoriens. Le système éducatif et celui de la santé sont lacunaires et méritent des réformes à la hauteur des attentes. Plusieurs défis se dressent donc sur le chemin d'Assoumani. Dans un contexte, justement, entre autres, il va falloir travailler à rassembler ses compatriotes plus ou moins divisés et apporter des solutions à la vie chère, au délestage, au cul pour dos. Le rôle d'un dirigeant est de changer qualitativement la vie des populations et Assoumani ne saurait manquer à cette noble mission. Vivement que la paix revienne de ce côté de l'Afrique. Parlons à présent de la santé. Eh bien, l'épidémie de choléra sévit ou alors fait de ravages accélérés en Zambie. 412 morts, c'est déjà le bilan. Et près de la moitié des districts de santé du pays touchés et l'épidémie continue justement de faire mal dans 9 sur 10 régions que compte la Zambie. D'autres précisions, c'est avec Fabiola Dombe. Ils sont au nombre d'au moins 412 ces personnes qui ont péri du choléra en Zambie. Selon l'Institut de santé du pays, l'épidémie qui s'est déclarée en octobre dernier fait état de 10 413 personnes infectées. D'après le ministère de la Santé zambienne, le choléra a été détecté dans près de la moitié des districts du pays et dans 9 provinces sur 10. Le pays d'environ 20 millions d'habitants a enregistré plus de 400 cas par jour. Des épidémies de choléra ont récemment eu lieu dans d'autres pays d'Afrique australe, notamment au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe. Plus de 200 000 cas et plus de 3 000 décès ont été signalés en Afrique australe depuis le début de 2023. C'est ce qu'a indiqué l'UNICEF. Face à cette situation sanitaire, en Zambie, le docteur Mazianga Mazaba, directeur des politiques de santé publique et de la communication à l'Institut de la santé publique, rappelle que la Zambie a connu plusieurs épidémies majeures de choléra depuis les années 1970. Mais celle-ci est la pire depuis 20 ans en termes de nombre de cas.
La majorité des cas étant signalés à Lusaka, la capitale, un stade national de football de 60 000 places a été transformé en centre de traitement et accueille environ 500 patients en même temps, a déclaré le ministre de la Santé. Rappelons que le choléra est une infection diarrhéique aiguë causée par une bactérie qui se propage généralement par l'intermédiaire d'aliments ou d'eau contaminée. La maladie est étroitement liée à la pauvreté et à un accès insuffisant à l'eau potable. Pour pallier à la situation sanitaire en Zambie, plus d'1 million de doses orales de vaccins contre le choléra ont été envoyées à la Zambie par l'Organisation mondiale de la santé. Reste à savoir si ces médicaments ne sont pas un moyen d'exterminer plus de personnes. Tous nos souhaits justement de bonne santé au peuple zambien. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous avoir accompagné tout au long de cette semaine dans le cadre de cette tribune d'information panafricaine. Je vous laisse et surtout je vous souhaite un très bon week-end. À la semaine prochaine. Bonsoir.